On est en communication avec Travis, qui est donc un artiste de l'internet ou un artiste qui fait des trucs sur internet. Hein. Je garde cette définition qui est un petit peu floue mais à dessein. Pour pas l'enfermer non plus trop dans une posture. Mais en gros, voilà, on va parler aujourd'hui d'Internet comme un médium d'expression, mais surtout un médium d'expression qui passe par la collection d'objets numériques. Alors, qu'est-ce que c'est un objet numérique? C'est aussi encore une question super large. Mais en gros, tout ce qu'on peut trouver sur Internet et qu'on peut se passer de main en main, ou plutôt d'email en email, vidéo, hein, lien vers vidéo plus exactement, images, gif animés, ou non, ou gif animé, je sais pas comment vous prononcez. Il est en train de me parler, mais c'est pas grave. Oui, et en particulier cette pratique de collection et de republication qui a fait le succès, enfin un succès relatif hein, dans une certaine communauté d'artistes, d'un blog collectif qui s'appelle Nastynet. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mais vous avez sûrement vu passer, si vous êtes des internautes, vu passer des blogs qui allaient chercher des images, du son, du texte un peu partout et qui le republiaient sur leur blog. Bon, ça, c'est la version blog, mais il y a aussi, évidemment, ça se passe énormément sur les forums. C'est d'ailleurs de là que vient l'inspiration de tiens, j'ai trouvé cette image à cet endroit, ou tiens, j'ai trouvé ce site web qui est rigolo, va le regarder. Je publie le lien, ou je publie l'image, ou je publie la vidéo dans un forum. Les forums d'images, en particulier les forums d'images de type Chan, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, vu votre âge. En particulier donc le plus célèbre 4chan, est évidemment une grande inspiration dans le domaine. Donc ici, je parlerai peut-être un tout petit peu de 4chan par-ci par-là, mais le focus est sur ce blog d'artistes qui se sont définis à un moment donné comme des utilisateurs. Vous pouvez voir tout en haut, Nastynet Users. C'est-à-dire que, on va parler de ça pendant toute la première partie, on avait tout d'un coup des artistes qui refusaient de se faire appeler artistes, justement, qui disaient, nous, on est d'abord des utilisateurs du web, des utilisateurs... Ah, il faut que je parle dans le micro. Ah oui. Des utilisateurs du web, donc utilisateurs au sens quotidien du terme, c'est-à-dire qu'on aime passer du temps sur Internet, sur le web en particulier, on aime traîner, on aime récupérer des objets qui nous plaisent et on aime les partager avec nos amis. Hein. Donc ça a été une définition d'une posture d'artiste qui a pas mal marqué toute la communauté du net art, donc de l'art internet américain ces disons 5 dernières années. Ça l'a marqué positivement et négativement, on va voir un peu pourquoi. Et donc Nastynet, ça a eu un petit succès dans cette communauté-là. Donc là, Travis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous montrer un peu ce site, si vous n'êtes pas... Donc a priori, vous ne le connaissez pas. Alors évidemment, ça lag pas mal, parce qu'en fait, on est logué sur son bureau, et on voit son activité, donc c'est un petit peu lourd, la transmission de données. Mais il vous montre, en gros, ce blog, qui est un blog complètement... il explique... Il ne peut pas vous jouer les vidéos, malheureusement, mais... Oui, donc il va d'abord vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce site et surtout à quoi ressemblent ces objets qui sont un peu difficiles à définir parce que c'est extrêmement hétérogène. On a vraiment de tout, on ne se rend pas forcément compte de l'intérêt que ça peut avoir, mais justement, hein, dans une deuxième partie de ma communication, je vais un peu m'interroger sur... pourquoi tout d'un coup on s'intéresse à ces objets qui sont apparemment complètement futiles, absolument inutiles évidemment. Et donc on verra ça plus tard. Donc vous parlez un petit peu de Nastynet. Donc une petite précaution d'usage juste avant. Quand on parle des gens qui s'échangent images, fichiers, textes, musique sur Internet, on en parle souvent sous l'angle de l'économie, d'une nouvelle économie culturelle, mais aussi en termes juridiques. Hein. Évidemment, ça pose énormément de problèmes, les droits d'auteur, etc. Donc moi, je ne vous parlais pas de ça, non pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que c'est juste pas mon angle ici. Si ça vous intéresse, si vous vous intéressez un petit peu à comment ces artistes peuvent-ils se permettre
juridiquement parlant, économiquement parlant, d'utiliser ces images et de les republier à leur compte. Je vous conseille d'aller lire un petit article, il est tout court, sur poptronics.fr, c'est un article qui s'appelle Les glandeurs de l'image numérique, et qui s'interroge un petit peu à la question du point de vue de l'économie et de la loi. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais mettre de côté ici, donc ne vous attendez pas à ce que je vous en parle. Donc Travis, c'est un des membres de ce surf club, un de ses utilisateurs, si je voulais parler plus justement de ce surf club. Donc il va surfer, en gros, il va vous montrer Nasty Nets, mais il va aussi vous montrer ses propres collections qu'il a accumulées. C'est un des membres qui est... aujourd'hui, le surf club en question, Nasty Nets, est fermé. Il a été hacké plusieurs fois ces dernières années, et parce qu'aujourd'hui, les membres, enfin les utilisateurs n'ont plus trop envie de poster, l'intérêt est un petit peu, le soufflet a un peu retombé. Du coup, ils ont décidé de pas réparer l'intrusion qui s'était passée, enfin réparer le site, mais plutôt de le remplacer par une connexion avec les archives de archive.org. Je ne sais pas si vous connaissez archive.org, c'est un site qui archive les sites web depuis les années 90. Donc quand vous tapez Nasty Nets, en fait il y a une connexion qui se met en place avec archive.org et on voit les archives de Nasty Nets et non pas le vrai site. Donc il n'est pas fermé, il est encore visible, mais le site n'est plus actif. Donc les membres se sont un peu dispersés, mais beaucoup travaillent encore dans le net, dans le domaine du net, et en particulier Travis. Et Travis, c'est un des plus grands collectionneurs, si vous voulez, un des plus grands addicts au web du club, et aussi un des plus grands collectionneurs. Donc il a des immenses collections d'images trouvées sur Flickr, de vidéos trouvées sur YouTube, juste de marque-pages de sites qui l'intéressent, ou encore, son dernier truc, c'est les conversations de Twitter. Donc ce qu'il fait, entre autres, c'est qu'il... collectionne ce qui lui paraît le plus intéressant, et ensuite il édite sous la forme de livres ses collections. Donc ce qui est intéressant dans la posture des surf clubs, et de Nasty Nets en particulier, c'est qu'ils ont essentiellement une posture de... non pas d'esthétique, ils se posent pas trop de questions sur l'esthétique de ce qu'ils montrent, mais ce qui les intéresse le plus, c'est l'expérience d'utilisateur qui se construit à travers la collection, l'acte d'agrégation d'objets, de collection et de republication de ces objets à la surface du blog en l'occurrence. Et d'ailleurs, c'est ce que Travis m'a dit quand je lui ai dit bon, est-ce que tu veux faire ça avec moi, est-ce que tu veux montrer des choses sur internet pendant que moi je parle, et il m'a dit oui, moi ce qui m'intéresse c'est je le cite, l'expression, la participation, l'expérience avec les gens et ce qu'ils font sur la net comme une extension d'eux-mêmes en fait. Et en fait, du coup, ces surfeurs revoient même la définition de ce qu'est être un artiste. Être un artiste, c'est moins être quelqu'un qui expose dans un musée que quelqu'un qui exprime quelque chose dans une forme ici, enfin exprime un peu de lui-même dans une forme, et ici, ça peut prendre la forme juste la pratique quotidienne de collection d'images. Je pense que chacun, peut-être pas, mais j'imagine que souvent quand on surfe sur le net, on a envie de garder des objets qu'on a trouvés dans ses fichiers personnels, éventuellement de les partager avec d'autres. Donc c'est une forme comme une autre. L'autre chose qui l'intéresse, c'est que quand on récupère des objets comme ça, on crée des systèmes. C'est ce qu'il me dit. Moi, je cherche des systèmes d'images, je cherche des systèmes d'objets, et quand j'en trouve un, eh bien, je l'approche de façon justement systématique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il a des sortes d'obsessions. Donc, tout d'un coup, il va se dire, je veux collectionner tous les morceaux de musique qu'on a créés dans les années 80 en format MIDI. Vous savez, le format MIDI, c'est un format extrêmement léger, que si vos papas ont encore des vieilles consoles de jeux vidéo des années 80, vous connaissez tous ce son du Zelda en MIDI ou ce genre de choses. Et donc, tout d'un coup, il va se retrouver avec une collection énorme de sons MIDI, où même lui, il va même y contribuer en recréant du son MIDI. Voilà. Donc l'expérience et l'étude, enfin pas l'étude, la collection systématique d'objets comme ça, obsessionnelle même, c'est vraiment ce qui l'intéresse. Et sans vouloir parler pour tous les membres du groupe, il y a un petit peu de ça chez les autres aussi. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, comment ça s'est créé, le succès que ça a rencontré. On les a appelés des pro-surfers, donc des surfeurs professionnels. Alors c'est une expression sur laquelle ça vaut le coup de s'arrêter un petit peu, tout simplement parce que elle est assez paradoxale,
puisque justement ils ont les pieds complètement dans le bain de la culture dite amateur du web. C'est une enfin vous entendez sûrement parler de ça toujours. Enfin, si vous vous intéressez un peu à la culture du web, on dira les amateurs c'est génial, c'est un nouveau public, et c'est vrai d'ailleurs. Il y a une nouvelle économie culturelle qui se crée à partir de pratiques dites amateurs. Et tout d'un coup, on a commencé à les appeler des surfeurs professionnels. Donc j'aimerais bien en vous racontant l'histoire de Nasty Nets, j'aimerais bien interroger ça, comment on passe d'amateur à pro. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Bon, on va un petit peu parler de ça. Donc les surfeurs, je vais les appeler comme ça, les surfeurs, en particulier les surfeurs de Nasty Nets, héritent de pratiques d'art internet ou net art, qui sont vraiment en fait des pratiques d'artistes qui ont utilisé le web comme moyen d'expression, et non pas internet dans sa globalité, essentiellement le web. En particulier dans les années 90, il y avait un courant qui s'appelait le net.art, et qui s'intéressait énormément aux pages personnelles des années 90, c'est-à-dire les toutes premières pages que n'importe qui pouvait ouvrir, et où on faisait à peu près tout et n'importe quoi. On mettait un fond d'étoiles brillantes, on mettait justement de la musique MIDI. Pourquoi de la musique MIDI? Parce que c'était un format léger, donc ça n'empêchait pas la page de se loader trop lentement. On avait évidemment des connexions beaucoup plus lentes que maintenant. Des gifs animés, pour les mêmes raisons, ce sont des formats extrêmement légers. Et donc on racontait sa vie sur les pages personnelles. J'aime les lapins, donc je vous montre des photos de mes lapins, ou j'aime les voitures, je ne sais pas. Donc il y avait déjà une posture de se montrer soi sur le web, se montrer soi à travers ses collections, les objets de sa passion. C'est des sites sur lesquels on voyait beaucoup de ce qu'on appelle le fan art, ça j'y reviendrai un petit peu, c'est-à-dire des productions de fans à propos de leurs objets culturels préférés. Par exemple, si je suis fan de Twilight, je vais dessiner dans ma chambre la nuit des vampires, et à la sauce Twilight. Bon, ça, le Twilight, c'est pour aujourd'hui, mais il y avait des Twilight à l'époque, j'imagine. Enfin, de toute façon, c'est tout objet culturel qu'un fan reproduit à sa sauce, si vous voulez. Donc, le net.art s'intéressait de très près à ces pages personnelles. La façon de les composer, parce que même si on y faisait tout et n'importe quoi, il y avait quand même des choses qui revenaient. Il y avait les papiers peints animés qu'on retrouvait toujours, il y avait la musique MIDI qu'on retrouvait toujours, il y avait un message de bienvenue: bonjour, bienvenue sur ma webpage, je vais vous emmener vers des territoires inconnus, ou je ne sais quoi. Il y avait toute cette rhétorique de bienvenue et tout, qui a complètement disparu aujourd'hui. On n'a vraiment plus du tout la pratique de page personnelle, parce qu'on a tous des comptes sur des réseaux sociaux, donc ça a vraiment changé. Et le net.art a eu pas mal de succès en reproduisant ce genre de pages, en réfléchissant dessus, en les recontextualisant. Ils prenaient des éléments, ils les refaisaient à leur sauce, etc. Bon, je vais pas en parler trop parce que c'est hors sujet, mais en tout cas, ils ont déjà fait les premiers pas dans une culture dite populaire et amateur du web. Alors, je voudrais juste mettre un petit drapeau ici. Quand on dit culture populaire, c'est compliqué de dire culture populaire, dans la mesure où déjà avoir accès au web et avoir accès aux technologies numériques de réseau, c'est déjà être c'est déjà être une culture d'élite en quelque sorte. Il faut déjà avoir les moyens de se connecter. Mais en tout cas, l'idée de culture amateur, elle est déjà là. Alors, là, je vais lui demander un instant d'ailleurs. La transition qui s'est passée, elle a été due à un article qui s'appelle Cory Arcangel. Alors le nom est écrit là dans la fenêtre de chat. Cory Arcangel, qui est un artiste numérique qui s'est rendu célèbre parce qu'il hackait des cartouches de jeux vidéo, et notamment de vieux jeux vidéo, notamment de Mario. Et donc ce qu'il a fait par exemple avec Mario, c'est mais c'était du hardware hacking, c'est-à-dire qu'il ouvrait la cartouche, il bidouillait, et il effaçait tous les graphismes du jeu. Il laissait seulement il va vous le montrer. Il laissait seulement juste un élément du décor. J'espère que la connexion est assez bonne. Je sais pas si ça va aller, mais de toute façon vous voyez les images à côté. Et il laissait des éléments minimaux dans la vidéo. Et c'est quelqu'un c'était un des premiers artistes aux États-Unis à vraiment utiliser l'identité, voire le cliché du geek,
comme une identité artistique. Donc c'est quelqu'un qui bon, je peux parler par-dessus parce qu'il ne se passe pas grand-chose de plus, je vous préviens. C'est quelqu'un qui faisait ces petites hacks comme ça et qui a commencé à attirer l'œil des critiques d'art new-yorkais qui disaient « Oh, c'est magnifique, personne n'a jamais fait ça avant ». Il a ouvert un site web. Où donc il parlait de son agenda artistique. Donc là, j'ai été invité dans cette galerie, j'ai été invité dans ce musée, etc. Et entre ces événements artistiques, il a commencé à insérer des liens de sites qui lui plaisaient. Alors, comment il a fait ça ? Il a ouvert un compte Delicious. Alors, Delicious, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site de marque-page social. Et en gros, vous pouvez faire une collectionner des sites, des URL de sites qui vous plaisent. Et vous pouvez les taguer. Ce site parle de chats, ce site parle de fleurs, etc. Et vous pouvez les retrouver ultérieurement. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert un compte Delicious, il a commencé à importer ses marque-pages par le biais d'un feed sur son site personnel. Et donc, tout d'un coup, au milieu de l'annonce de ces événements en tant qu'artiste, si vous voulez, tiens, je vais exposer dans cette galerie, il y avait la publication de ces liens vers des sites qui lui plaisaient. Et donc, ses goûts culturels de type web, tout d'un coup sont devenus des publications à part entière, presque des petites œuvres, si vous voulez, des petites œuvres d'art, au même type que n'importe quoi d'autre qu'il faisait. Ce qu'il a commencé à faire d'autre, c'est parce qu'évidemment, ça a vachement plu, ça a beaucoup plu à toute une communauté d'artistes qui étaient en train d'immigrer sur le web, si vous voulez, et qui trouvaient ça vraiment, vraiment bien. On est là dans les années 2002, 2003, 2004, donc avant l'explosion du web 2.0. Et ça a beaucoup parlé à une communauté d'artistes qui ont commencé à faire la même chose, à ouvrir des comptes Delicious, à faire des marque-pages sur leur site préféré. Et face à ce succès, alors c'est un succès relatif, hein, c'était quand même une petite communauté de quelques dizaines d'artistes, essentiellement sur la côte est new-yorkaise, et il y en avait aussi à Los Angeles, donc côte ouest. Donc devant ce succès, il a décidé de faire de ce qu'il appelait du surf en public. Donc en gros, il se mettait debout devant un pupitre et il surfait en public et il faisait des blagues. Hein. Rien de plus, hein, vraiment. C'était extrêmement simple. Il faisait des blagues mais super geek. Il montrait comment il avait bidouillé un programme pour commander des pizzas via un terminal, une commande de terminal. Et donc il montrait des vidéos débiles sur YouTube et des gifs animés de bébés qui dansent, en gros. Hein. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a intéressé un nouveau public. Et de plus en plus, c'est lui là, dans une galerie en train de monter ses vidéos. Et à un moment donné, on est en 2005, là, il décide avec un copain qui s'appelle Michael Bell Smith, qui est aussi un artiste des nouvelles technologies, entre guillemets, de faire appel à une dizaine de ses amis, de leur dire, voilà, envoyez-moi vos 10 liens préférés de toute l'année, ou 10 liens, ou les 10 vidéos préférées, ou les 10 images préférées que vous avez trouvées sur Internet. Et donc, il a créé... je vais lui demander un show, une sorte d'exposition en ligne, si vous voulez. Mais alors, vous allez voir la tête de l'exposition en ligne, c'est pas très joli, entre guillemets, enfin, c'est très simple. Best of the Web. On va la voir normalement s'il reçoit mon message. Ah oui, il va vous la montrer. Et donc il a commencé à imaginer une sorte de galerie en ligne dans lequel il jouerait lui le rôle de commissaire d'exposition en demandant à tous ses copains de donner The Year into Internet, c'est ça. De donner les liens les plus sympas, les images les plus drôles de l'année. C'est aussi le moment, alors même s'ils n'interagissent pas directement, mais c'est aussi le moment où des forums comme 4chan sont en train de devenir extrêmement populaires. Je ne sais pas, 4chan c'est 2004, je crois.
où la pratique d'échanger des liens qui existe depuis le début du web, mais commence à vraiment devenir systématique et commence à prendre de l'ampleur. Alors, ce qui est intéressant dans cette galerie en ligne, c'est que la façon dont il présente ses amis. Il les présente pas tant comme des artistes, ou alors juste au détour d'une phrase, plutôt que comme des fans du web, utilisateurs du web, ou alors fans de jeux vidéo. Et je pense qu'il va essayer de cliquer un peu sur certains des liens. Bon, ça a quelques années quand même, donc peut-être que tout ne marche plus. Et donc, tout d'un coup, on avait une communauté d'artistes, parce qu'ils c'était quand même des artistes, c'est des gens qui sortaient d'école d'art, c'est des gens qui essayaient de rentrer dans les galeries pour se faire montrer, pour se montrer, etc. Tout d'un coup, ces artistes-là revendiquaient une autre identité que simplement l'identité d'artiste, cette identité d'utilisateur du web. Alors, c'était un écart d'autant plus flagrant qu'à cette époque-là, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, l'art numérique était synonyme de ce qu'on appelle en anglais New Media Art. Donc en général, le New Media Art, c'est des installations électroniques très coûteuses, qui demandent beaucoup très coûteuses, qu'on installe dans le hall des grands festivals, des grandes messes de l'art numérique comme Transmédiale ou bien Transmédial ou Ars Electronica. Des experts viennent discuter pendant de longues heures sur les concepts et les théories derrière ces installations. Donc quelque chose de très sérieux, en général, qui était le fruit de la rencontre entre des laboratoires d'université et des artistes, des laboratoires d'université aussi bien en sciences sociales qu'en sciences de l'ingénierie et en sciences informatiques ou électroniques, et qui produisaient des objets très complexes, très intéressants, mais très complexes, technologiquement parlant, avec beaucoup de concepts derrière. Et donc, faire ce genre de choses, aller regarder des chats rigolos sur Internet, c'était évidemment complètement différent de ce qu'on pensait à propos de l'art électronique ou de l'art numérique ou de l'art new media. Donc, ils font un pas de côté qui est vraiment très très important. Donc ici, on peut dire que cette nouvelle communauté d'artistes ont essayé de dépasser l'opposition entre l'expérimentation sérieuse et savante pour entrer dans une... donc l'opposition, entre j'arrive pas à parler. Disons, à cette époque-là, je vais reprendre ma phrase du début. À cette époque-là, ces gens qui travaillaient en laboratoire était extrêmement méfiant de tout ce qui se passait sur le web. Le web était synonyme de vulgaire, si vous voulez, de les sous-bassements de la culture, une sorte de une sous-culture, on peut dire, ou alors un ensemble de sous-cultures. D'ailleurs, il y a un théoricien qui s'appelle Geert Lovink qui parle de ça dans ces années-là, en 2003, 2004, 2005, et il dit, et il a à la fois un mépris et une admiration pour ce genre de pratique-là. Il dit, alors, il faut que je retrouve la citation. Il dit, plutôt que de rester dans une position d'avant-garde, beaucoup de praticiens de l'art électronique, numérique, ont choisi de se laisser dériver dans des nuages d'images, de textes et d'URL. Il y a un certain confort, dit-il, à traîner sur les réseaux, à ne pas se confronter avec le monde. L'importance de ce flou ne doit cependant pas être sous-estimée. Le fond indistinct de beaucoup de ses travaux doit quand même être pris au sérieux et un peu mieux connu. Donc il dit, oulala, il y a des choses bizarres qui se passent, apparemment c'est un art de feignant, mais il faut quand même s'intéresser, parce que peut-être que cet art de feignant reflète des pratiques culturelles qui sont en train de se développer sur Internet, au-delà simplement des milieux artistiques. Et d'ailleurs, c'est ce que Cory Arcangel fait. Comme il avait endossé le costume du geek, c'est presque s'il se s'habillait en Mario avec la salopette bleue avec le pull rouge pour ses performances. Donc il revendiquait comme ça cette culture geek. Et il a commencé à aussi revendiquer cet art de la dérive, comme il l'appelle, un art de la dérive, donc un art du surf, on arrive à l'idée de surf. Il expose, par exemple, il fait une performance dans un musée new-yorkais qu'il appelle Continual Partial Awareness, donc une concentration continue mais partielle. Bon, en gros, si je devais traduire en langage un peu plus français, il revendique si vous voulez, le manque de concentration qu'on peut avoir à se laisser dériver sur les réseaux. Je le cite encore, il s'agit de faire attention à tout sans jamais se concentrer sur rien.
Donc ici, il revendique aussi une évolution dégénérée ou dégradée, alors je mets des guillemets pour ces mots, parce que c'est pas un jugement de valeur du tout, une évolution dégénérée ou dégradée de la pratique de la multitâche. Alors je sais pas si vous êtes déjà tombé sur des études de psychologie, disons, très méfiante des nouvelles attitudes du consommateur de culture en réseau, en disant le multitâche, on arrive à se concentrer sur rien, ça développe des pathologies. D'ailleurs, c'est pour ça que les étudiants sont nuls aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont incapables de se concentrer à cause d'Internet. Bon, ce qui est du discours de psychologie auquel on peut prêter plus ou moins d'attention, mais en tout cas, c'est un discours qui existe. Donc, au lieu de refuser de dire ça en disant « mais non, au contraire, ce qu'on fait est très intelligent », au lieu de se braquer contre ça, ces artistes-là, dont Cory Arcangel, l'ont embrassé et ont dit « bah oui, voilà, c'est ce qu'on fait et c'est ce qui nous plaît ». Donc, l'idée, en fait, qui a commencé à se construire à ce moment-là, c'est que se laisser dériver, ça permet de mieux rencontrer d'autres personnes, d'autres artistes, mais aussi d'autres objets, mais aussi des objets. D'où l'idée qu'on collectionne des objets et que ce sont ces objets qui nous inspirent. A commencé à se créer donc autour de Cory Arcangel une communauté d'intérêt. Et une communauté d'intérêt. Alors ici, ce qui est intéressant dans l'idée qu'une communauté d'intérêt se crée, c'est que ça correspond à une définition qu'on peut donner de ce qu'est le folklore. Jusque dans les années, disons, 70, on considérait que le folklore, c'était un corpus de textes, mythes, légendes, rumeurs, des choses qu'on se transmet de père en fils ou de bouche à oreille. Donc un corpus. On a la fable de la Merlois, ça fait partie du folklore. Mais dans les années 70, on s'est dit, bon, ok, ça existe, mais le folklore, c'est aussi autre chose. Ce sont des petits groupes, des petites communautés qui commencent à communiquer entre eux et à valoriser au sein de ce petit groupe leur propre culture, même si c'est pas la culture avec un grand C. Donc on a commencé à définir dans les années 70 le folklore comme communication de petits groupes. Et ici, ce que font les surf clubs, mais aussi un grand nombre d'utilisateurs du web, c'est travailler comme ça de l'intérieur cette communication de petits groupes. Donc d'abord par le biais ils ont énormément utilisé les outils du web social qui étaient en train de s'installer. Et notamment le fait qu'on puisse suivre les gens en s'inscrivant à leur feed, s'inscrivant à leur compte. Donc Delicious permettait ainsi de s'inscrire aux marque-pages favoris d'un ou d'un autre utilisateur. Donc ils ont commencé à se suivre entre eux comme ça, et donc du coup à communiquer par l'échange de marque-pages, et ils ont commencé à discuter un petit peu en s'envoyant des emails, et finalement ils ont décidé de créer ce surf club qui est Nasty Nets. Alors, je vais lui dire... Bon, en même temps, il a l'air bien parti, là. Je vais le laisser se débrouiller. Alors, bon, tout ça, c'est bien beau. On est dans la culture du web, on nage dans la culture du web, on se laisse dériver. Mais à propos des surf clubs et à propos de Nasty Nets en particulier, il faut quand même préciser qu'il y avait un support institutionnel fort qui était une plateforme d'art, une plateforme en ligne, dédiée à l'art électronique, dédiée à l'art numérique, qui s'appelle rhizome.org. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est dans le milieu de l'art numérique, c'est très connu. Et il se trouve qu'il y avait quelques personnes qui travaillaient à rhizome.org, des commissaires d'exposition essentiellement, des gens qui s'occupaient de monter les expositions, qui se sont pris de passion pour ce que faisaient ces jeunes artistes sur Internet. Et ils ont commencé à les soutenir. Donc si Nasty Nets a eu du succès à un moment donné, c'est pas juste parce qu'ils étaient cool et qu'ils avaient des images rigolotes, mais aussi parce que tout d'un coup, une institution dédiée à l'art a commencé à les soutenir. Donc dans ces gens qui travaillent à Rhizome, il y a une femme qui s'appelle Marisa Olson, qui est aussi artiste, qui est artiste et commissaire d'exposition, et qui a proposé donc aux membres fondateurs, ils étaient 3 ou 4, il y avait Joel Holmberg, il y avait Guthrie Lonergan, il y avait John Michael Bowling. Bon, si vous voulez retrouver leur nom, vous les trouverez dans l'espace users du blog. Ils se sont dit, on va fonder un blog, on va un peu consolider cette identité-là qui a été créée. Et on va fonder un blog, et sur ce blog, on va l'alimenter donc avec ces objets insolites, ces objets bizarres qu'on trouve sur Internet. Donc Nasty Nets est fondé en 2006 avec une petite dizaine de membres au départ,
Et puis, au fur et à mesure, ils ont commencé à inviter des membres. Donc moi, j'ai été invitée en 2007, par exemple, parce que moi, je ne suis pas du tout une artiste à la base, mais je continue d'ailleurs à faire des recherches sur le folklore internet. Et du coup, j'avais ouvert un Tumblr. Tumblr, donc c'est une nouvelle plateforme de publication de type microblog, publication très rapide, d'images essentiellement, mais on y trouve des vidéos, du texte, du son, enfin un petit peu ce qu'on veut. Et j'avais donc un microblog de Tumblr qui collectionnait des objets comme ça du folklore, moi dans mon coin si vous voulez. Et bon, par les hasards de la rencontre en ligne, ils ont fini par m'inviter. Donc j'ai joint les membres du groupe. Aujourd'hui, on est à une quarantaine de membres. Enfin, ils sont 38 je crois. Donc, j'en étais où ? Oui, donc je parlais de Rhizome. Donc Rhizome a fortement contribué à médiatiser, si vous voulez, cette communication de petits groupes, cet intérêt pour le folklore du web qui se développait chez Nastinet. Et notamment parce que Rhizome.org, alors si je dis Rhizome.org, c'est pas parce que je veux vous rappeler l'adresse, c'est parce que c'est leur nom en fait, il s'appelle Rhizome.org. On peut dire Rhizome, mais bon. Rhizome lui-même se définit comme une plateforme dite collaborative. Alors je cite un peu la définition qu'ils donnent d'eux-mêmes, un lieu de rencontre en ligne où les membres peuvent annoncer leurs travaux les plus récents, demander de l'assistance technique ou se disputer sur des problématiques obscures et esthétiques. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont, ils ont une série de blogs, ils ont des forums, ils ont des archives. Donc on a un site comme ça multifonction qui est relativement en phase avec le développement des outils du web sociaux. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce côté folklorique, c'est à la fois, si vous voulez, une inspiration du web amateur et populaire, mais c'est aussi une construction. Hein. C'est quand même aussi une construction, c'est une façon de proclamer une identité. Je ne sais pas du tout ce qu'il est en train de montrer. C'est aussi une façon de proclamer une identité artistique, une façon de se créer une personnalité artistique. Donc, on peut dire que ces artistes-là sont des artistes dits amateurs. Et ça, sur deux plans. Alors, amateur parce que cette identité qu'ils revendiquent, c'est « je suis un artiste qui ne se prend pas au sérieux. Je ne crée pas de théorie, je ne fais pas de critique, je ne passe pas mon temps à parler conceptuellement de mes œuvres. Je fais juste des trucs. Hein. Donc ça, c'est une image. Hein, c'est une image qui est évidemment travaillée. D'artiste amateur qui ne veut pas qui ne veut pas être un artiste professionnel, justement. Un artiste professionnel au sens où un artiste professionnel saurait écrire de longues pages conceptuelles sur son œuvre. Alors le deuxième sens d'amateur ici, c'est qu'ils sont amateurs de quoi ? Ils aiment, hein, c'est l'étymologie d'amateur, ils aiment la culture geek et ils aiment la culture web. Et c'est aussi ça qui contribue à nourrir leur identité. Ce sont des utilisateurs intensifs, compulsifs, voire obsessionnels du web. Donc, dans ce sens-là, avec ce double statut d'amateur, ils s'intéressent aussi bien aux objets qu'aux outils pour récupérer et publier ces objets, mais aussi aux représentations et à l'imaginaire des technologies dans lesquelles ces objets et outils prennent place. Donc ici, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'ils perçoivent Internet comme quelque chose au-delà de simplement l'outil pour aller chercher de l'information, mais comme une médiaculture, hein, c'est-à-dire un environnement où le média devient un moyen d'expression et une série de représentations. Alors ici, médiaculture, j'emprunte le terme à une théoricienne de toutes ces médiums d'expression qui s'appelle Laurence Allard. Donc ici, il s'agit de s'intéresser aux produits, mais aussi conditions de production et processus des technologies. Ici, c'est clair que l'héritage, il est à trouver chez les hackers. Même s'ils ne sont pas des hackers, ils sont plutôt nuls. Hein. Ils savent bidouiller. Mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment des hackers. Mais comme toute la culture geek, il y a clairement un héritage qui se fait à partir des cultures informaticiennes et des cultures de hackers qui ont en gros fondé les premiers, fondé l'Internet. Pas le web, hein, mais fondé un peu Internet. Ou ont en tout cas énormément contribué à enrichir Internet, notamment les communautés virtuelles, etc. Donc, dans cette identité, cette construction sociale et culturelle qu'est l'artiste amateur, enfin le surfeur et l'artiste amateur, on peut s'arrêter une seconde sur le terme nasty, le nom. Pourquoi il s'appelle Nastinet ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, c'est des raisons que moi, j'ai été chercher, hein, et c'est pas des raisons qu'ils revendiquent. Donc, je voudrais pas mettre des mots dans leur bouche. Mais bon, c'est quelques hypothèses que je propose. Alors, d'abord, nasty en anglais, ça veut dire vilain, mauvais, voyou, voire coquin. Alors, le premier sens de vilain, voyou ou mauvais, ça les fait rentrer dans cette catégorie qu'ils ont créée eux-mêmes, qui est inventée pour l'occasion. Cette catégorie qui est en rupture avec le reste du territoire des arts new media et qui est le glandeur du web. Ils n'ont pas la posture sérieuse des artistes de l'art numérique. Ils sont les glandus, les cancres de l'art numérique, en quelque sorte. Ceux qui préfèrent passer du temps à flâner sur les réseaux plutôt que de travailler selon des modalités scientifiques, expérimentales, conceptuelles, etc. Et d'ailleurs, autre chose, ceux qui ne produisent pas des contenus originaux, c'est pas eux qui les créent ces images, mais ceux qui copient des contenus vulgaires, sous-culturels, ceux qui embrassent plus généralement la vulgarité du web. Alors, l'autre sens de nasty, plus comme coquin, c'est un mot-clé du vocabulaire des matériaux porno sur le web. Nasty, ça renvoie, c'est extrêmement bien indexé pour renvoyer à des sites porno. D'une part, mais aussi autre chose, ça renvoie aussi au nasty code qui veut dire qui décrit les codes malveillants, malicious code ou malware, tous les codes des méchants hackers, enfin la branche intrusive des hackers, si vous voulez. Et notamment les spammers, spyware, malware, etc. Donc tout ça, encore une fois, pour faire signe, venir se nourrir de cette identité des bas-fonds du web, si vous voulez. Ils traînent dans les bas-fonds du web. Alors, autre chose à propos du terme nastynet, il y a le net. Alors, qu'est-ce que ça veut ? Pourquoi le S à net ? Alors, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent un petit peu l'origine du mot Internet. Il se trouve que quand George W. Bush était encore président des États-Unis, il a fait une allocution publique où il a parlé d'Internet. Bon, je ne sais pas en quels termes. Et en parlant d'Internet, il a dit The Internet. Ce qui ne se dit pas. Personne n'a jamais dit The Internet au pluriel. Donc évidemment, ça a créé un fou rire général sur le web. C'est devenu une vidéo qui a extrêmement circulé. Tout le monde se moquait de lui. Puis évidemment, tout le monde aimait déjà se moquer de George W. Bush. Donc c'était une raison de plus pour se moquer de lui. Mais le terme est resté. The Internet, mis au pluriel. Alors, The Internet, ça peut vouloir dire quoi, un peu plus précisément. Alors moi, je suis allée voir sur le Urban Dictionary, qui est un site qui est un dictionnaire participatif en ligne, sur lequel vous pouvez proposer vos propres définitions. Donc, je suis allée voir l'expression The Internet, ce qui s'écrit avec un S ou avec un Z, The Internet. Alors, ces définitions que je vais vous donner sont à prendre de façon relativement ironique, dans le grand LOL du web que vous connaissez bien, je pense. Mais qui sont aussi intéressantes à mon avis. Alors, la première définition, c'est The Internet, c'est le pluriel d'Internet. Bon, évidemment, on est en pleine tautologie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? L'Internet serait un médium où la reconstitution, qui permet de reconstituer tous les médias dans un seul. Donc, on a The Internet, les Internets. Et la deuxième définition est plus intéressante. Si un médium constitue un point de vue unique, les internets sont la reconstitution de tous les points de vue sur le web. Sur le web. Ce qui est, à mon avis, une assez bonne définition de ce qu'est Internet et ce qu'est le web, comme un lieu où on n'arrête pas de se disputer. En effet, alors dire reconstitution de tous les points de vue, c'est une façon polie de dire on n'arrête pas de débattre et de s'arracher les cheveux et de polémiquer sur Internet, ce qui est vrai, empiriquement. Le web est fait essentiellement pour aller corriger les erreurs des autres, en particulier à 2h du matin. Ou aller corriger une erreur sur un site Wikipédia. Et alors l'expression définie comme ça on est venu à désigner ces territoires de bas-fond de l'Internet où on est toujours en train de se disputer ou rigoler et qui sont extrêmement bien représentés par 4chan, en l'occurrence, un bon symbole. C'est pas les seuls, évidemment, mais c'est le modèle qui prédomine, parce que c'est le modèle qui a fait le plus de bruit ces dernières années. Alors... Où en est Travis ? Qu'est-ce qu'il montre ? Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que
il peut montrer ses propres collections maintenant, parce que ça fait un petit moment qu'il vous montre tout ce qui est relié à Nasty Nets et à Cory Arcangel. Ok. Alors, on en arrive à devoir répondre enfin à cette question que j'ai posée tout à l'heure, il y a un petit moment. Pourquoi on les appelle des professionnels surfeurs s'ils sont tellement inspirés et s'ils ont tellement envie de ressembler au web, à la culture amateur du web? Alors ça a à voir avec ce double statut qu'ils ont, à la fois d'utilisateurs au quotidien du web, mais aussi d'artistes qui participent à des institutions comme Rhizome.org en particulier, mais d'autres institutions en général. En effet, Rhizome.org leur a permis de se faire reconnaître, de se faire légitimer. Hein. Tout d'un coup, alors qu'eux travaillaient sur de la matière triviale, hein, qui n'avait pas de valeur, a priori, tout d'un coup, puisque cette matière triviale, par le geste de collection et de republication, a commencé à intéresser d'autres personnes, dont des institutions, tout d'un coup, ça a pris une valeur. Hein, c'est comme un petit peu l'histoire des lolcats, hein, les lolcats qui sont nés sur 4chan. Hein, ils ont commencé à devenir tellement populaires que finalement, on a créé un blog sur I Can Has Cheeseburger. Ensuite, I Can Has Cheeseburger est devenu un empire de blogs dédié à collectionner des images d'internet et rajouter des petites phrases. Et maintenant, I Can Has Cheeseburger, économiquement parlant, marche très bien. Hein. Grâce à la pub essentiellement, ils font des millions. Donc là, c'est une valorisation économique, d'accord, dans le cas des lolcats. Mais dans le cas de Nasty Nets, c'est une... il vous explique. Dans le cas de Nasty Nets, c'est une valorisation esthétique, on peut dire... une valorisation esthétique, hein, une valorisation artistique. Et donc, le fait qu'ils aient du succès comme ça dans ces institutions-là, ça leur a permis de franchir un degré de professionnalisation. C'est-à-dire que puisque leur objet avait leur pratique et leur objet avait de la valeur, enfin commençait à avoir de la valeur, du coup, ils passaient comme ça d'amateur à presque professionnel au sens où qui a l'œil, si vous voulez, qui a l'œil, qui est un expert de la navigation, qui est un expert de la collection, qui sait repérer les tendances. Alors, le mot a été donné, enfin l'expression professionnel surfeur ou pro surfeur a été inventé entre guillemets en 2009 lors d'une exposition une exposition particulière qui a été organisée au New Museum de New York, qui est quand même un assez gros musée, qui est récent mais relativement connu. Qui a été organisée évidemment en collaboration avec Rhizome.org. Et donc Lorraine Cornell, qui était la commissaire d'exposition, propose l'idée, décrit cette exposition. Donc, c'est une exposition qui est faite essentiellement avec des membres du groupe Nasty Nets et avec des personnes qui font un peu la même chose. Donc, elle décrit, présentée dans des billets de blog ou à travers une série de pages web liées entre elles, leur projet transforme le territoire anarchique d'Internet en une esthétique qui ne peut naître qu'au sein d'un territoire sur lequel le commerce et la créativité, les amateurs et les professionnels, ainsi que les cultures et styles divergents, sont dans un flux permanent et une proximité inconfortable. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette description, c'est l'idée que c'est une proximité inconfortable. Parce que les nommés professionnels, c'est plus une déclaration d'intention que sûrement une réalité. Et en effet, tout le blabla qu'on entend en ce moment entre culture d'amateur, culture professionnelle, ou voire pro-amateur, c'est des mots qui ont été beaucoup dits ces dernières années,
ça reste quand même un peu compliqué de voir ce qui est intéressant ou pas là-dedans. C'est un peu une soupe, à mon avis. Mais c'est pas pour ça que c'est pas parce que c'est une soupe que c'est pas intéressant. Je pense qu'au contraire, je pense que le flou un peu théorique qu'il y a autour de tout ça est intéressant. Donc c'est pour ça que là, je retiens surtout le mot proximité inconfortable. Alors, la deuxième raison pour laquelle tout d'un coup on leur a donné le statut de professionnel, c'est parce qu'on se rendait compte que le territoire, ce fameux territoire qu'ils étaient censés, anarchique, je cite, qu'ils étaient censés aider à réorganiser, tout d'un coup c'était un territoire qui prenait de la valeur justement économique, culturelle. Alors, ça reste quand même une culture d'élite, entre guillemets, ou en tout cas de privilégiés. C'est énormément fondé sur la private joke. Je pense que s'il y en a parmi vous qui ne passent pas beaucoup de temps sur le web, vous devez être complètement largués. Mais je pense que vous y êtes beaucoup, donc ça devrait aller. Mais ça reste quand même une culture d'initié. Il faut être initié un petit peu à ces langages pour comprendre la valeur. Cependant, quand même, ça s'est énormément élargi, notamment 4chan. C'est pour ça que 4chan est un exemple passionnant pour plein de raisons. Mais une des raisons, c'est que ça a commencé comme quelque chose de super confidentiel, extrêmement fréquenté. Il a toujours été beaucoup fréquenté. Les forums de 4chan ont été toujours beaucoup fréquentés, mais ils sont remontés comme ça à la surface mainstream, si on peut dire. On a commencé à parler d'eux dans les journaux. Alors, comment, en général, en disant « Oh mon Dieu, ils sont méchants », mais on leur faisait de la mauvaise presse, mais on en parlait, et c'est ça qui est important. Et donc, toutes ces pratiques de collection d'images, que ça soit des images ça, c'est pas des images qui choquent, en l'occurrence, mais bon, chez 4chan... qu'est-ce qu'il raconte ? Chez 4chan, ça peut être des images un petit peu scandaleuses, volontairement scandaleuses, évidemment, ils sont dans la provocation tout le temps. Mais en tout cas, tout d'un coup, il y a eu cette remontée des bas-fonds, dont je parlais tout à l'heure, ces remontées des sous-cultures à la surface du web. Et donc, forcément, quand quelque chose remonte à la surface, les professionnels commencent à s'en mêler. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler un nouveau métier qui existe maintenant, qui s'appelle web curator, web curator, je sais pas, curateur web, je sais pas trop comment on dit. En gros, c'est quelqu'un qui sait récupérer les bonnes informations et les bons flux et les republier, les réorganiser, les republier. Alors ça peut être web curator, ça peut en avoir absolument aucun rapport avec le folklore du web. Ça peut être quelqu'un qui est chargé des relations publiques pour une institution, une organisation. Il peut ajouter à son CV web curator, parce que les relations publiques, il les organise aussi en ligne, si vous voulez. Donc ça témoigne vraiment d'un renouveau de l'économie culturelle sous l'effet de la culture de réseau, si on peut dire. Alors, et enfin, la dernière raison pour laquelle on a commencé à les appeler des pro-surfeurs, c'est qu'au sein même de ces communautés artistiques, on a commencé à les critiquer. On a commencé à les critiquer pour plusieurs raisons. D'une part, parce que plus ils étaient connus, plus ils attiraient des gens qui ne parlaient pas forcément le langage du web et qui leur reprochaient leur pratique même, c'est-à-dire mais ce que vous faites c'est super médiocre quand même, vous ne produisez rien, vous ne créez rien, vous ne faites que collectionner ces objets-là. Donc à l'intérieur du milieu artistique, on a commencé à les critiquer. On les a beaucoup critiqués aussi sur le fait qu'ils n'avaient pas de discours critique sur leur propre pratique, ce qu'ils revendiquent complètement, ils en sont très contents de ça, mais ça a commencé à énerver un petit peu les gens. Forcément, dans le milieu de l'art, il faut créer des dossiers pour avoir des subventions, et si vous justifiez pas bien votre pratique, on vous donne pas d'argent. Mais eux, on leur donnait quand même de l'argent, même s'ils avaient un discours théorique zéro, parce qu'ils étaient très bien connectés, ils connaissaient les bonnes personnes. Bon, on en parlait tout à l'heure avec Travis, je lui demandais, c'est quand même super bizarre, Nastinet a été invité à montrer ces trucs, on peut dire trucs, j'assume le mot, ces trucs dans des gros festivals de cinéma. Donc a priori absolument rien à voir avec ça, notamment le Sundance Festival, qui est un festival de cinéma d'auteur entre guillemets aux États-Unis, et un autre festival qui s'appelle, alors, je suis pas sûre du nom, c'est New York Experimental Film Festival, qui est un gros aussi festival de film expérimental à New York. Bon, je viens de décrire le nom. Et je lui disais mais pourquoi ils ont été invités là ?
Et je lui disais, est-ce que c'est parce qu'ils ont été fouillés dans les vidéos YouTube, donc ils ont un peu travaillé ces nouvelles images de la production amateur, et ça a intéressé les gens qui font de l'image, donc les gens du film. Il me dit, pas tant que ça en fait, c'est surtout parce que on connaît les bonnes personnes, hein. Ils sont bien connectés, ils ont su se faire les bonnes amitiés pour être invités un petit peu partout. Donc il ne faut pas sous-estimer, faut pas sous-estimer ça, parce qu'évidemment, comme c'est un art de réseau, il faut aussi penser au sens social du réseau, hein. Et c'est vrai que les surf clubs sont des réseaux dans les réseaux, si on peut dire. C'est d'ailleurs leur qualité et leur défaut. Bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà. Alors, je ne vais pas beaucoup plus parler, mais je voudrais juste terminer sur une hypothèse, ou un axe de réflexion qu'on pourrait ouvrir. Sur l'idée que leurs pratiques de collection peuvent faire penser à des pratiques de collection qu'on a trouvées dans la culture, dans le passé, dans l'histoire des pratiques culturelles, même des pratiques artistiques avec un grand A, les artistes, qui sont les cabinets de curiosité. Alors, les cabinets de curiosité, pour vous remettre un petit peu dans le bain, ce sont des collections d'objets d'abord exotiques, d'objets insolites, d'objets monstrueux que l'on récupère, on commence à les récupérer au XVIe siècle. Alors, au XVIe siècle, c'est le moment où l'Europe s'ouvre sur le monde, où on commence à envoyer des bateaux partout, à fonder les colonies, etc. Et on ramène de ces nouvelles colonies, de ces nouveaux territoires qu'on est très envie de coloniser, des cornes de rhinocéros, par exemple, des objets exotiques. Mais qu'on trouve dans la nature, hein, j'ai oublié de vous préciser, mais c'est essentiellement des objets naturels. Ou alors des pierres précieuses, des pierres précieuses qu'on ne trouvait pas en Europe. Ou alors des monstruosités de la nature, un canard à deux têtes. Hein, je ne sais pas s'il y a déjà eu un canard à deux têtes dans un cabinet de curiosité, mais il aurait pu y figurer. Donc des choses monstrueuses produites par la nature. Ensuite, ces cabinets de curiosité, ils ont évolué. Alors en général, c'était les riches voyageurs qui faisaient ça, des gens qui avaient eu la chance de voyager sur les bateaux et qui avaient de l'argent, les premiers touristes, les ancêtres des touristes, qui voyageaient à côté dans les navires marchands et qui ramenaient ces objets bizarres. Et qui soit faisaient leur propre cabinet de curiosité, soit les vendaient à des encore plus riches. Donc on les appelait cabinets parce que, et ça c'est important, parce que ces collections, elles étaient regroupées dans des petites pièces, en général avec des vitrines un peu partout pour mettre en valeur la collection, mais c'était des toutes petites pièces, et donc tout d'un coup on avait une pièce remplie d'objets du sol au plafond, d'objets tous les plus bizarres les uns que les autres. Alors, il y avait l'idée un petit peu qu'on reconstituait une sorte d'univers, un microcosme, un petit monde dans un petit endroit. Parce que ces objets venaient de l'extérieur, mais on les récupérait, on les rassemblait dans un endroit qui était un petit peu qui était une bulle, en quelque sorte. Parce que quand ils y entraient, ils y sortaient plus. Alors, avant de continuer sur ces cabinets, je voudrais vous rappeler les différents sens de la curiosité, en particulier à la Renaissance. Alors, les sens fondamentaux, c'est essentiellement... Alors, le sens courant, c'est prendre soin de quelque chose. Ça vient du latin cura. Prendre soin de quelque chose. Le deuxième sens, qui a un sens plus moral, c'est que cette chose à laquelle on donne un soin, c'est quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose de vulgaire, c'est quelque chose de trivial. D'accord ? Donc, en fait, il y avait, au départ, dans les cabinets de curiosité, une valeur extrêmement négative associée à ces pratiques, parce qu'on reprochait aux collectionneurs de ne plus s'attacher à l'essentiel étant la foi, la curiosité envers Dieu, mais au contraire de se laisser aller au divertissement du monde, de la nature, aux monstruosités de la nature. Donc il y avait un conflit, si vous voulez, entre les croyances religieuses qui condamnaient la curiosité comme une attention à l'inessentiel, et une nouvelle tradition qui commençait à se développer à ce moment-là, qui est une tradition qu'on dit naturaliste, où on commence à s'intéresser de plus près à la nature. C'est à cette époque-là que l'anatomie devient un peu plus systématique. On étudie les organes, on commence à collectionner des insectes, on se rend compte qu'il n'y a pas que des mouches, qu'il y a toute une panoplie d'insectes qui sont intéressants à étudier. Ça pour tous les animaux, pour les plantes.
2 siècles plus tard, ça donnera naissance à l'encyclopédie de Diderot, qui est un accomplissement, si vous voulez, de l'esprit naturaliste, un esprit de la collection. Parce que ces objets bizarres, exotiques et monstrueux, on commence à les collectionner de façon systématique et on se rend compte qu'en fait, c'est le système de la nature qui produit ça. Et donc, on commence à s'intéresser à la nature. Ce que je dis n'a absolument rien à voir apparemment avec ce qui se passe à l'écran, mais on va essayer de faire le lien tout à l'heure. Donc c'est pour dire, il y a le premier lien qu'on peut faire avec ça, c'est que la curiosité était condamnée au départ comme quelque chose, ça c'est le site de Travis, comme quelque chose de vulgaire, comme quelque chose de trivial à quoi on ne devrait pas payer attention. Et on condamne les collectionneurs, on condamne leur curiosité, leur hubris, si vous voulez, qui ne respecte pas le mystère impénétrable de Dieu, mais qui a l'insolence de s'intéresser au monde. Donc ces collectionneurs, ils vouent un amour démesuré à la nature, qu'on considère comme démesuré à l'époque à la nature, alors que la mesure, ça serait de sanctifier Dieu. Comme un petit peu ici, les amateurs du web, les amateurs de l'Internet vouent un amour démesuré à ce réseau, à ce nouveau territoire qui les accueille, à cette nouvelle nature, entre guillemets, ce nouveau territoire, ce nouvel environnement. Et alors, l'image du geek qui passe la nuit sur son ordinateur, il y a un petit peu de ça, il y a un peu cette idée d'obsession, de curiosité mal placée et surtout mal gérée. Et d'ailleurs, la culture geek en général, alors de réseau ou d'ordinateur plus généralement, et souvent, joue beaucoup avec cette idée qu'elle voue un culte à la divinité du web, à la divinité de l'internet, et un culte absolument démesuré. Bon, même si c'est beaucoup d'humour, il faut prendre ça avec légèreté. Et ça, notamment grâce au fan art. Alors le fan art dont je vous parlais tout à l'heure a trouvé un super territoire d'expression sur Internet parce qu'on pouvait montrer les dessins qu'on faisait, montrer les petites vidéos où on reconstituait, je sais pas moi, par exemple un jeu de rôle ou reconstituer une scène de son manga préféré. Donc c'est ça le fan art, quand on reconstitue, on reproduit les objets culturels qu'on aime, mais à sa façon. Donc le fan art a trouvé, qui est un art de la curiosité aussi, un art de l'insolite et un art du culte aussi, a trouvé un super moyen d'expression sur Internet, mais aussi la culture geek, qui collectionne notamment la culture geek nostalgie, qui collectionne justement, on y était tout à l'heure, mais vous avez vu, c'est un bon exemple Travis, pour ça vous avez vu son site. Il reproduit les vieilles fenêtres de Macintosh, les vieilles interfaces graphiques de Macintosh des années 80-90. Lui, il est en pleine nostalgie geek, technophile du passé. Et alors, ce qui s'est passé avec ces geeks et ces fans, c'est que eux-mêmes sont devenus un objet de curiosité pour les nouveaux utilisateurs du web qui arrivent dans les années 2000. Donc, on a une sorte de culte au carré. On commence à vouer un culte à des gens qui vouent des cultes. Donc, on a c'est extrêmement curieux comme phénomène. Et 4chan est un super exemple de ça, évidemment. De fans, si on peut dire, de fans de sous-cultures qui sont eux-mêmes des sous-cultures. C'est un petit peu un processus, une boucle infinie. Donc dans ce sens-là, les surf clubs, et pour le coup 4chan aussi, sont des formes de cabinets de curiosité. L'autre lien qu'on peut faire avec les cabinets de curiosité, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les cabinets de curiosité, ils sont composés d'abord par les voyageurs, les grands voyageurs, les ancêtres des touristes, les grands-pères des touristes. Et si vous avez connu le web dans les années 90, c'était extrêmement marqué par la métaphore du territoire, de l'espace, et du voyage et de la navigation. Si on appelle un navigateur, c'est pas pour rien. Même browser en anglais, il y a cette idée qu'on est dans un espace dans lequel on navigue. Regardez les noms de vos navigateurs. Alors Internet Explorer, même si personne ne l'utilise, il y a Safari, le nom évidemment parle bien. Il y avait quoi à l'époque? Il y avait des moteurs de recherche aussi. Alta Vista qui donnait l'idée qu'on avait une vue sur le monde entier, c'est une haute vue. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui.
Bon, il y a sûrement d'autres exemples que j'ai pas forcément en tête là, mais cette métaphore de l'espace était très prégnante. Et donc, dans cette idée de constituer de cabinet de curiosité, il y avait l'idée on voyageait dans les espaces du net et on ramenait les trouvailles, les curiosités, les singularités que l'on trouvait tout autour et on les réorganisait dans son petit cabinet. Alors, ici, je voudrais juste souligner l'idée, et je pense que je terminerai sur ça, que les surf clubs ici sont peut-être davantage des cabinets que le reste du web, et notamment 4chan. Et pourquoi ? Parce que les surf clubs, parce qu'ils sont artistes, et parce qu'ils ont quand même ce statut d'artiste, ont un peu fermé leur espace. Hein. On a beaucoup critiqué Nasty Nets et les autres. Il y a d'autres surf clubs. On les a critiqués parce qu'on leur a dit vous êtes un club. Hein, vous cooptez vos membres. On ne peut pas y rentrer sans être invité. Et c'est vrai, hein, d'ailleurs. C'est une critique réelle. C'est vrai qu'il faut être invité. Et en ce sens, ils ont un côté un petit peu renfermé. Et si Nasty Nets a périclité ces dernières années, c'est notamment grâce à ça. Hein, parce que le web ne peut pas fonctionner comme un cabinet de curiosité. Même si on a très envie, moi j'ai très envie de continuer à travailler cette analogie. En fait, si on se met à l'échelle du web, le web c'est une dynamique de flux. On prend, on échange, on rend. Et donc on ne peut pas enfermer les objets dans un seul endroit. Parce que c'est les vouer à une certaine mort en fait. Hein, on est tellement dans la subjectivité, on se demande mais pourquoi ces images, mais pourquoi ce langage ? Et on n'arrive même plus à répondre à la question. C'est ce qui s'est passé un petit peu pour Nasty Nets, où ils étaient tellement dans la non-théorie et dans la non-articulation de leurs propres enjeux que finalement, il n'y avait plus d'intérêt à faire ce qu'ils faisaient. Et la dernière chose, c'est que quand on collectionne, quand on fait de cabinet de curiosité, on accumule des objets, on les valorise, et on obtient un certain pouvoir par cette valorisation. Je suis le propriétaire du cabinet de curiosité, et on en tire du prestige. Mais ce prestige-là, c'est un type de prestige, c'est un type d'expertise qui ne marche plus tellement à l'ère du web. Hein. C'est-à-dire le type de prestige qui est associé à l'idée que on est un expert en quelque chose. Hein, on est l'expertise en quelque chose. Et dans la dynamique de flux des réseaux, c'est un pouvoir qui n'a pas beaucoup d'effet. Et en l'occurrence, je pense que les artistes de Nasty Nets ont un petit peu souffert de ça. Et du coup, s'ils sont fermés aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup à voir. Ils se sont beaucoup recyclés dans des formes un peu plus traditionnelles d'art, enfin traditionnelles, sculpture, peinture, photo et installation, donc ce qui compose un petit peu l'art contemporain. Et il n'y a que le méga geek Travis pour continuer à collectionner des trucs sur Internet, ce qui est bien, hein, il continue à porter le flambeau. Moi, je suis super contente. C'est pour ça que je l'ai invité lui. Parce que c'est un des rares à avoir continué. Et pourquoi ? Parce que lui, à la base, il n'est pas du tout artiste. Hein. Il travaille dans une firme de... Qu'est-ce qu'il fait déjà ? Je ne sais pas trop. Il édite des documents de loi, donc des documents légaux. Donc absolument rien à voir avec... c'est vraiment un boulot alimentaire. Et d'ailleurs, s'il a été sacré king du surf à un moment donné par ses pairs, c'est parce que justement, c'est lui qui est le moins artiste, donc il y a le moins besoin d'exposer, de faire des expositions, et c'est celui qui passe le plus de temps en ligne. Et alors, je lui demandais aussi hier, parce qu'on a un peu discuté Ah oui, parce que quand je dis hier, c'est parce que j'ai fait la même conférence dans un autre endroit. Et on se demandait avec le public... on m'a demandé pourquoi... je ne sais plus comment la personne a formulé, mais on se demandait pourquoi Travis fait ces collections-là. À quoi ça sert de faire ces collections ? Et alors moi, j'ai dit, il se trouve qu'il publie ses collections. Donc il peut c'est sa pratique un petit peu, sa pratique d'artiste pour le coup. Et en fait, j'en ai reparlé avec lui aujourd'hui. Il me dit, mais pas tant que ça en fait. C'est juste que je les aime bien mes collections. J'aime bien les regarder. Et j'y retourne tout le temps, même des collections que j'ai fait en 2006. J'y retourne. Donc le fait de les avoir dans un même endroit, ses favoris, il a un Tumblr, il a plein de comptes en ligne partout. Ça permet comme ça de garder comme des tiroirs qu'on ouvre et qu'on va regarder. On regarde ces petits objets, ces poupées russes ou je ne sais quoi. Puis on le referme et on y retourne 6 mois plus tard. Donc il a vraiment ce truc de l'amateur web. Alors pour le coup, encore un collectionneur de cabinets de curiosité à l'échelle du web. Mais sans le pouvoir qui lui est associé, juste pour le simple plaisir et le simple amour, si vous voulez, de regarder, de garder ses objets, de garder et de regarder ses objets. Donc bon, je pense que c'est quelqu'un de très intéressant dans ce club en particulier. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Puis si vous voulez poser des questions à moi ou à Travis, moi je ferai la secrétaire si vous voulez. Il n'y a pas de problème, je vous écoute. Merci d'avoir été attentif.
Vous connaissiez un petit peu tous ces, bon, pas forcément Nastinet, mais ces pratiques de collection d'images, d'échange et de collection d'images, vous les voyez dans les forums peut-être? Ça, vous parlez un peu ce langage quand même, ouais. C'est pas étranger pour vous. Hmm. Oui, j'espère que vous avez. Enfin, moi, j'ai pas du tout suivi ce qu'il a dit. Donc en plus, comme il fait ça sur un. Qu'est-ce qu'il dit? Les vignettes, ouais. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a une fascination non seulement pour le contenu, mais pour la forme aussi. Les vignettes, par exemple, les icônes, c'est des formats extrêmement légers. Et c'est quelque chose qui est vite arrivé sur le web parce que on avait besoin de formats légers au départ. On n'avait pas le choix, on n'avait pas de bande passante, ou alors ça coûtait... Vous savez, dans les années 90, on se connectait par téléphone et ça coûtait très cher, un peu comme sur le Minitel. Donc on ne pouvait pas se permettre d'attendre que les sites chargent trop. Déjà qu'ils chargeaient pendant longtemps... Et bon, même si la question se pose plus de la même façon aujourd'hui, c'est resté un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous n'avez pas de questions? Oui. Bon, moi, je connais on m'a déjà entendu, j'ai déjà entendu parler de 4chan, tout ça. J'ai mis les pieds une ou deux fois. J'ai surtout entendu. T'as pas eu peur? C'est très bizarre. J'ai surtout entendu leur action. Ah oui. Voilà, Anonymous. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout ça. Ça, c'est encore un autre chapitre. Si on avait une heure de plus, je vous en parlerai, mais c'est encore. Mais en fait, tout ce que moi je connaissais pas du tout Nastinet, par exemple, et la question que je me suis posée, c'est finalement on est tous plus ou moins, enfin les utilisateurs d'internet, des collectionneurs, enfin on a tous des bookmarks ou des favoris. Par exemple, dans Vimeo, moi qui vais beaucoup sur Vimeo, il y a un système de like qui référencie par date toutes nos vidéos qu'on va voir qu'on aime. Et il y a un système, malgré nous, de collection en fait, qui se produit sur Internet. Les likes de Facebook qui référencient tout dans un fichier, tout ça. Et je voulais savoir, pour eux, à partir de quand ils se disent... j'ai l'impression qu'il y a une dissension, il y a un truc bizarre avec l'art qui se passe. À partir de quel moment ils se disent collectionneurs d'art, quoi? À partir du moment où ils le mettent sur Internet, où ils en parlent beaucoup, parce que finalement on l'est un peu tous, quoi. Oui, c'est tout à fait. C'est une question un peu bizarre, mais non, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose de bizarre avec l'art, parce que vous parlez d'art, il y a deux mondes en fait qui se mélangent, c'est bizarre, quoi. Mais je pense que on pourrait presque en rester là, en fait. C'est bizarre et ça se mélange et c'est bizarre. Et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Et c'est aussi pour ça, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à donner une réponse ou ils n'ont pas voulu, je ne sais pas. C'est aussi pour ça qu'ils sont morts. Hein. Enfin, c'est pour ça que le site a fermé. C'est parce qu'on leur a posé cette question et ils ne savaient pas comment y répondre. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont trouvé... Quand je disais c'est une construction sociale, c'est une posture de se comparer aux utilisateurs quotidiens du web, hein, je suis complètement d'accord avec toi, on est tous des collectionneurs. Enfin, en tout cas, la légère narration qui s'y intéresse. J'exagérais un petit peu, hein. C'était pas que de la posture, hein. C'était un vrai désir de leur part. Ils sont jeunes, hein. Ils ont entre 22 et 30 ans, ils sont quand même relativement jeunes. Relativement. Et... qu'est-ce que je disais? Ah oui, d'abord, il y avait cette vraie volonté de se fondre avec la population générale du web. Le problème qui s'est posé, c'est que parce qu'ils étaient affiliés à rhizome.org et donc à la communauté artistique, au milieu artistique, au sens sociologique du terme, hein, vraiment très fort, on leur a dit, mais attendez, c'est quoi votre identité là? Si vous faites ce que fait tout le monde sur le web, parce que tout le monde était en train de commencer à faire ça sur le web, alors faites-le dans votre chambre. Et ne nous demandez pas de l'argent pour faire des expositions. Si vous voulez en faire de l'art, à ce moment-là, il faut le justifier. Et ils n'ont pas su le justifier. Ou ils n'ont pas voulu, encore une fois. J'avoue que je ne sais pas trop. Moi, j'essaie de leur poser la question parfois, mais ils évitent vachement le sujet.
Et ils n'ont pas justifié, et c'est pour ça, à mon avis, que les surf clubs les surf clubs tenus par des gens qui sont aussi artistes, donc quand je dis artistes, je veux dire qui participent à l'économie de l'art, qui se font exposer, etc. C'est pour ça que ça a été une mode, alors que les pratiques quotidiennes de collection, etc., sont loin d'être une mode, c'est en train de devenir un truc, une pratique culturelle à part entière, généralisée. Et j'aime bien l'idée que tu dis, on est devenus malgré nous des collectionneurs. C'est vrai que le rôle des nouvelles applications sur lesquelles on va est très très important. Je veux dire, le fait qu'on nous propose les fonctions like, les fonctions bookmark, les fonctions regarder plus tard pour chez YouTube ou favoriter, ou etc., vous les connaissez bien. C'est vrai que malgré nous, on est un petit peu entraîné. Alors c'est pas forcément négatif. Je voudrais pas trop me prononcer là-dessus parce que je suis pas sûre d'avoir une opinion très précise sur ça, si c'est négatif ou positif. En tout cas, c'est clair que l'identité des internautes se crée avec l'utilisation de ces outils définitivement. Mais donc il n'y a pas vraiment de réponse parce que eux n'ont pas voulu ou n'ont pas pu formuler de réponse. La réponse, c'est sûrement que ça ne peut pas être intégré à des milieux artistiques institutionnels, parce que à moins qu'on le justifie. Et tant mieux, moi je trouve, presque. Parce que je pense que pour le coup, si le plus c'est exposé, mais il y a quand même des expositions qui continuent aujourd'hui, mais le plus c'est exposé sur des murs, c'est difficile d'exposer ça sur des murs. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient des ordinateurs et ils mettaient leur site dessus, ils disaient débrouillez-vous avec ça. Le public n'était pas toujours très content. Mais qu'est-ce que je veux dire je sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, le mettre dans une salle d'exposition, ça va forcément le tuer un petit peu. Donc moi je pense que tant mieux qu'il y ait eu autant de résistance, et tant mieux qu'il soit passé à autre chose et qu'ils aient passé le flambeau à la population générale. Le mettre entre quatre murs blancs, ça peut que faire du tort à cette pratique qui est essentiellement une pratique du flux et qui peut pas. Et c'est pour ça que quand je parle de cabinet de curiosité, c'était pas pour dire ce qu'ils font c'est des cabinets de curiosité, c'était juste pour faire une analogie un peu marrante. Parce que justement, si on le met dans une espace d'exposition, ça va le tuer comme un cabinet de curiosité, en quelque sorte, tue ses propres objets. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question. Oui, mais alors là-dessus, j'ai une autre pensée qui vient. Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression, d'après ce que vous dites, qu'il y a une curiosité du coup du milieu de l'art envers ce milieu-là, mais en même temps, il ferme les yeux. On parle souvent aussi de culture légitime, de la culture à avoir et tout ça, Pierre Bourdieu et tout ça. Et en fait, c'est complètement écarté de tout ça. Et finalement, même si pour nous, génération jeune, Internet, ça fait complètement partie de notre culture à nous, qu'on pourrait penser légitime, en fait, ça ne l'est pas du tout. Et eux, ce milieu un peu d'élite ferme complètement les yeux et pourtant il y est intéressé. C'est ça aussi qui crée la situation un peu bizarre. Il y a beaucoup de curiosité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de curiosité de la part même de la culture avec un grand C. D'ailleurs, je pense que si je suis là, on peut le dire, c'est aussi parce que c'est une institution, ici c'est un théâtre. Hier, j'étais dans une organisation qui s'appelle la Gaîté Lyrique à Paris. Pareil, c'est une institution, c'est la culture avec un grand C. Il y a des lieux qui commencent à introduire un intérêt, un regard pour ça. Et je trouve que c'est pas mal qu'on puisse créer des petits événements comme ça où on montre des trucs de surf plutôt que de faire des expositions qui empêcheraient un petit peu. Mais il y a clairement... Mais c'est vrai que... La culture avec un grand C, c'est pas trop quoi en faire encore. Je pense qu'on est encore dans un moment d'expérimentation. Et alors ça, c'est aussi intéressant avec cet autre phénomène qui est, alors là pour le coup, qui est plus dans les médias généraux, les grands médias comme la télé ou la presse écrite et tout, qui commencent à s'intéresser aux activités justement des Anonymous, etc. On ne sait pas quoi en faire, ils savent pas comment. En général, dès que vous voyez un article sur Anonymous dans Le Monde ou je ne sais quoi, ils sont à côté de la plaque, quoi. Et on peut pas leur reprocher, quoi. C'est normal, ce sont des nouveaux langages et c'est normal de ne pas comprendre ce genre de territoires-là qui sont un peu obscurs et quand même. Mais ouais, il y a clairement de la curiosité. C'est extrêmement marrant de voir ça commencer. Même si ça donne lieu à des des mauvaises interprétations. Je vais juste vous citer une anecdote à propos de 4chan qui était vraiment rigolote, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, mais il y a quelque chose, il y a un motif qui revient tout le temps dans 4chan, qui est le party van. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors le party van, d'où ça vient? C'est complètement stupide, mais donc un van, c'est donc une camionnette en anglais, et donc party van.
c'est le van qui fait la fête en quelque sorte. L'idée c'est que 4chan, comme ils aiment semer la zizanie, avant d'être un peu politisés, comme on le voit aujourd'hui, ils ont des actions un peu plus politisées, mais avant d'être politisés, leurs idées, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient, je sais pas, par exemple, il se prenait une tête de Turc, il le bombardait d'emails, il trouvait son adresse, il lui envoyait des trucs par la poste. Enfin, il a harcelé un peu. Mais bon, je veux pas trop dire harcelé parce que ça donne un côté sérieux alors que c'était vraiment de la blague, même si ça pouvait parfois être un peu problématique pour les victimes du harcèlement. Mais il y a eu comme ça quelques histoires où il y avait des gens qui étaient harcelés en ligne par ces idiots de 4chaners qui connaissent pas leurs propres limites. Et forcément, ça pouvait dégénérer. Alors ça a énormément intéressé des grandes chaînes de télévision américaines comme Fox News, qui est une chaîne de droite et qui adore ce genre de faits divers. Donc, oh mon Dieu, des hackers sur Internet, des hackers adolescents, pédophiles et pervers ont encore harcelé quelqu'un sur Internet. Et pendant ces reportages, tout d'un coup, ils ont dit, ah oui, ce sont aussi des terroristes, et ils ont passé une image d'un van qui explose, qui n'avait absolument rien à voir avec 4chan. Je ne sais pas où ils avaient été récupérer cette image, mais ça n'avait vraiment, objectivement, rien à voir. Et donc, évidemment, quand les 4chaners ont vu ça, ils se sont dit, bah, c'est notre van, c'est le party van. Et donc, ils l'ont récupéré comme un peu ce que je vous disais à propos de Nasty Nets, même si Nasty Nets, ils sont très gentils par rapport à 4chan. Mais dès qu'on leur fait une critique, plutôt de dire non, on n'est pas comme ça, ils disent, bah si, on est comme ça, ils récupèrent la critique et ils en font un nouveau masque, si vous voulez, une nouvelle identité. Et alors, il y a plein, on pourrait parler de 4chan pendant des heures, il y a plein d'anecdotes comme ça, mais c'est marrant de voir le dialogue qui s'instaure avec les médias mainstream ou les grands médias et ces médias de sous-culture. Il y a une incompréhension et il y a une volonté en même temps de dialoguer. Alors là, je vous ai donné un exemple caricatural parce que bon, Fox News, ils sont pas prêts de comprendre 4chan. Il y a évidemment des médias qui sont bien mieux intentionnés à cet égard-là. Bah pour référence, si ça vous intéresse, allez voir. Libé a créé un site là depuis peut-être 2 ans, je crois. Libération.fr a créé un site qui s'appelle écran.fr ou écran.libération.fr, quelque chose comme ça. Et il y a une partie internet et c'est des journalistes très sérieux, qui font des articles sur le LOL, les lolcats, toute la culture web. Et pour le coup, là, on a vraiment des gens, et c'est des jeunes journalistes évidemment, qui sont très bien intentionnés à l'idée de cette culture et qui essaient un peu de la comprendre plutôt que de la stigmatiser et de dire des énormités dessus. Donc bon, vous voyez, donc si un quotidien comme Libé peut s'intéresser de façon un peu bienveillante, ça veut dire que tout n'est pas perdu. Oui. On continue à parler. Alors, on m'entend là 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc vous avez dit à un moment Oui. que dans la structure plus récente du web, on n'avait plus tellement besoin d'experts comme les artistes de Nasty Nets qui étaient en gros des gérants de cabinets de curiosité. Ouais. Donc plus tellement d'experts parce que c'était une dynamique de flux, etc. et de partage. Je pense pas la même chose. Je pense qu'on a encore besoin d'experts et on a encore plus besoin d'experts justement entre guillemets ou de la notion d'expertise au fur et à mesure qu'on est de plus en plus nombreux sur le net. Et c'est pas tellement que je pense pas que Nasty Nets est périclité parce que on n'a plus besoin d'experts, mais parce qu'on a besoin d'experts explicites qui sont très identifiables en fait, où on sait en quoi ils sont experts. Nasty Nets, c'est un peu tel quel vu comme vous l'avez présenté, j'ai l'impression que c'est surtout parce que c'est un objet pas facilement identifiable et donc on ne sait pas d'avance ce qu'on va y trouver. Et donc, mais je pense que l'idée d'expertise et d'avoir confiance dans quelqu'un qui est calé sur un sujet, c'est quelque chose de primordial et qui va être sans doute une notion de plus en plus évidente et de plus en plus importante à fur et à mesure qu'on est plus nombreux sur le net. Je reprends une phrase d'un avocat qui publie des articles très intéressants en ligne. Voilà, Maître Eolas, qui a dit que l'important, c'est pas tellement l'identité que l'identification. L'important, c'est pas que les gens sachent qui je suis, qu'ils sachent, qu'ils comprennent tout de suite que je suis avocat, et donc que j'ai des choses intéressantes à dire, et donc que j'ai un domaine d'expertise, et que je peux leur donner telle information pertinente, moi plutôt qu'un autre.
Alors que quand on arrive sur quelque chose comme Nastinets, on dit pourquoi eux plutôt que d'autres, je ne vois pas pourquoi, donc j'ai allé ailleurs. Donc je voudrais savoir votre réaction, votre... Alors c'est vrai, je reconnais que j'ai été un peu rapide sur l'expertise. Je reconnais que j'ai dit quelque chose de probablement caricatural. Alors en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut développer à partir de ça. À propos de l'expertise en particulier, alors en mettant Nastinets de côté, je pense que... Alors je ne sais pas si on a encore besoin des experts, mais par contre, ceux dont moi je suis assez intimement convaincue, c'est que, experts ou pas, il faut absolument qu'ils modifient leur façon de donner cette expertise, de donner aux autres cette expertise. Maître Eolas est quelqu'un qui travaille sur un blog. Et c'est super important parce que ce qui dit blog dit commentaire. Donc, qui dit commentaire dit dialogue avec le public. Et par exemple, Wikipédia, qui est évidemment le lieu qui pose la question de l'expertise en ligne, c'est le plus explicitement. Évidemment, les gens qui font les articles, ce sont en général des experts, ce sont en général des chercheurs dans un sujet, alors des chercheurs autodidactes peut-être parfois, mais aussi des chercheurs professionnels. Mais ce qui est important, c'est pas tellement... Enfin, si, c'est important que ce soit des experts, certes, mais ce qui est encore plus important et peut-être un peu nouveau, c'est que ces experts-là, ils soumettent leur expertise à la discussion. Moi, un des endroits que j'adore le plus fréquenter sur Wikipédia, c'est l'onglet discussion pour les articles. Donc l'autre jour, je cherchais des informations sur Gilles de Rais. Alors, Gilles de Rais, c'est un horrible personnage du XVIe siècle qui a tué plein d'enfants. Okay. Donc au-delà du fait divers, qui est atroce et très curieux, très intéressant pour son atrocité, je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas que l'anecdote. J'aimerais bien savoir, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des raisons un petit peu historiques et politiques à tout ce qu'il y a eu autour du personnage de Gilles de Rais. Et l'article Wikipédia ne répondait pas à ça. Donc je suis allée voir dans l'onglet discussion, et justement ici, les gens qui avaient composé l'article avaient une discussion sur les raisons politiques qui étaient encore extrêmement complexes, floues, et c'est pour ça qu'ils ne l'avaient pas mis. Ce n'était pas une connaissance solidifiée, matérialisée, enfin solidifiée, je veux dire, et légitimée. Donc ils ne pouvaient pas la mettre sur la page Wikipédia. Donc ils en parlaient dans les discussions, et c'était super intéressant de voir comment ils confrontaient leurs théories. Bon, ils se disputaient un peu au passage, évidemment, mais surtout comment ils confrontaient leurs théories, leurs opinions, leurs points de vue. Et je pense que l'expertise, si elle doit subsister, elle doit se confronter à ça, au dialogue et au débat. Et Internet est vraiment bien pour ça, quoi. Alors, à propos de Nastinets, on retombe dans cette question complexe, mais je pense que j'ai un peu répondu à la question en répondant tout à l'heure. C'est qu'en effet, ils n'ont pas su bien gérer ni leur identité, ni leur identification. Et ils n'ont pas su se positionner assez fortement dans le milieu artiste, donc orienté sur un public d'amateurs d'art et où ils n'ont pas non plus su s'orienter définitivement vers un public d'utilisateurs lambda. Ils n'ont jamais eu ne serait-ce que 1% de succès, du succès qu'a 4chan, évidemment, mais ils ne le voulaient pas d'ailleurs, mais c'est incomparable, évidemment. Mais je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que c'est notamment parce que l'explicitation manque. Ils n'ont pas su être engagés dans un dialogue explicite avec leur public. Mais je pense que c'est parce qu'ils ne savaient pas trop eux-mêmes, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Je pense que d'ailleurs, juste pour préciser quelque chose, s'ils ont arrêté le surf club, c'est moins parce qu'il n'y avait pas de public, parce qu'en fait le public grossissait, le public artistique, le public amateur d'art s'intéressait de plus en plus, mais c'est parce que eux se sentaient inconfortables, ils savaient pas comment se positionner par rapport à ce public. Donc c'est pas tellement que les gens passaient et partaient, au contraire, mais c'est que eux avaient plus envie en fait d'être considérés comme des surf artistes, quoi, si vous voulez, que être identifiés comme ça. Ouais. Là, il parle de ses favoris. Je réponds à ta question. Oui. Ou c'est pas vraiment une question, mais ouais. Bonsoir. Donc moi j'aurais un peu une autre question, toujours par rapport à cette idée d'expert. Ah, non, on te censure, t'as pas le droit de poser la question. Oh.
Donc toujours par rapport à cette idée d'expertise, donc on parlait un peu de 4chan et aussi je voulais parler de Know Your Meme, qui sont des gens sur I Can Ask Cheeseburger qui expliquent avec des vidéos et un dictionnaire en ligne très précis tous les mèmes et toutes les choses un peu amusantes qu'il y a sur Internet avec des graphiques très précis sur leur popularité, etc. etc. Et le but de ces gens, tout comme sur 4chan, c'est principalement le divertissement. Et pensez pas plutôt que c'est vers le divertissement que devrait se centrer l'expertise et pas vers finalement un côté artistique qui est pas forcément pertinent. J'ai pas compris. Pardon. Savoir si finalement l'intérêt d'avoir une expertise dans ce support internet, faudrait plus le chercher dans le divertissement plutôt que dans le côté artistique. Puisque le grand problème, c'est la définition que tu donnes, enfin toi, pas toi en particulier, mais n'importe qui donne au mot art. Hein. C'est ça, c'est l'énorme problème qu'il y a, c'est que personne n'est d'accord sur ce qu'est l'art et personne ne le sera jamais. Hein, faut pas se leurrer. Mais pardon, tu voulais peut-être préciser. Non. Juste que la devise d'Anonymous au début, c'est We did it for the lulz. Oui, donc, tout à fait. Mais regarde, par exemple, les surréalistes. Alors, je pense aux surréalistes parce qu'ils adoraient les cabinets de curiosité en particulier. Ils font partie de ces mouvements d'avant-garde artistique hein, que l'histoire de l'art a canonisé. Voilà, ce sont des artistes, on les étudie aux Beaux-Arts et en histoire de l'art, etc. Mais eux, ils disaient non, on veut s'inspirer de l'art de la rue, on veut faire du divertissement comme l'art de... Enfin, peut-être qu'ils n'utilisent pas le mot divertissement, mais on veut faire de la culture accessible à tout le monde. Alors peut-être moins les surréalistes que les dadaïstes, qui, en gros, les dadaïstes, ils ont inventé le lulz, hein, je suis désolée. Ils montaient sur une scène, et ils s'habillaient n'importe comment, en robot, ils faisaient n'importe quoi. Bon, bah, ça a été récupéré. Il se trouve que ça a été reformulé dans des problématiques d'histoire de l'art un peu plus sérieuses, un peu plus esthétiques, etc. Mais il y a plein de mouvements dans l'histoire de l'art qui ont voulu, comme ça, faire des choses juste pour s'amuser. Hein. La performance, le divertissement. Le problème, c'est que... je pense qu'on a toujours envie de conceptualiser par-dessus et le juste pour, ça marche pas. Et d'ailleurs, 4chan, c'est un bon exemple parce que le juste pour les lulz, 4chan est en train de se politiser. Ça montre bien que ça suffit pas aux gens. Alors, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours des groupes d'intérêt, des communautés, des individus qui ont envie de rendre les choses un peu plus sérieuses et de rendre les choses un peu plus... de dépasser le juste pour le divertissement. Et c'est pour ça que 4chan en arrive à ces trucs bizarres qui est qu'ils font maintenant, ils défendent des causes internationales, des causes géopolitiques, ils défendent les opprimés par-ci, la liberté d'expression. Ils ont une moyenne d'âge qui s'est beaucoup abaissée, donc ils doivent être encore jeunes et naïfs et plein d'espoir. Je sais pas. Oui, peut-être. Non, mais de toute façon, je pense que dans la communauté 4chan, c'est pas homogène. Hein. Les Anonymous, d'ailleurs, ils sont pas homogènes. Hein. Il y a les politisés, il y a les non politisés, il y a ceux qui veulent juste mettre des photos de chats, il y a ceux qui veulent juste des photos de fesses. Enfin, il y a vraiment de tout. Hein. On peut pas les réduire à une définition. Mais en tout cas, dans le discours public, il y a c'est devenu vachement sérieux depuis 2 ans, quoi. Oui, ça vous rappelle des choses. Beaucoup de choses. Et donc, on ne peut plus dire aujourd'hui que 4chan est résumable. On ne peut plus résumer 4chan à just for the lulz. Même si le lulz est toujours là, ils ont pris une dimension, notamment énormément via leur défense pour la liberté d'expression et la politisation d'Anonymous, c'est ça, c'est qu'être anonyme, c'est pas seulement pouvoir faire des conneries sous couvert, c'est aussi pouvoir dire des choses importantes sans forcément se faire taper dessus pour. Hein. Enfin, c'est tout le grand principe de l'anonymat comme liberté d'expression. Ouais. Ouais. Mais en même temps, c'est bien parce qu'ils arrivent à maintenir quand même le lulz, on peut dire. Alors, il y avait la grande devise, je ne sais pas si c'est trop encore maintenant, mais ils adoraient se moquer des gens qui disaient « Internet est serious business ». C'était leur grand anti-slogan, si vous voulez. Internet est un business sérieux. Et ils se moquent sûrement toujours de ça aujourd'hui.
Mais n'empêche que malgré eux, ils ont été rattrapés par ça, hein, puisque Anonymous, c'est une cause maintenant. Vous voyez, vous avez sûrement entendu parler des mouvements Occupy Wall Street, ça vous dit quelque chose? Maintenant, on voit plein de gens qui mettent le masque d'Anonymous, qui est une référence claire à 4chan, mais pour faire passer un message politique. Donc il y a un côté serious business, même si on l'orne avec du divertissement et du lol, il y a un côté super serious business. Enfin, il s'agit quand même de causes politiques et sociales hyper importantes. Donc il y a clairement une ambiguïté là qui est, à mon avis, c'est pas mal qu'il y ait une ambiguïté, quoi. C'est intéressant. Enfin, je pense que c'est bien de ne pas être toujours dans des catégories trop fixes comme ça. Alors pour le coup, ils sont pas du tout branchés sur ça, les Nasty Nets. Ils sont vraiment pas du tout politisés. C'est bien parce que moi je découvre, par exemple, je connaissais pas ce même-là. C'est quoi? Ouais. C'est des Chinois avec des dinosaures? Mais c'est dans la Deadpool, donc c'est pas des mèmes très populaires. C'est dans quoi, pardon? C'est dans la catégorie Deadpool de No Your Meme, donc c'est pas... Je dis les Chinois, mais ils sont peut-être coréens. Oui, c'est vrai que j'ai pas... C'est bien quand même que vous soyez un public au courant, parce que comme ça, j'ai pas à définir ce qu'est un mème. Et... c'est pratique, j'avoue. Oui, comment on le prononce? Mémé, mème. Normalement, en fait, on devrait le prononcer mème, parce qu'en fait, c'est un mot qui a été créé par analogie avec le mot gène. Et en fait, ça a été créé, alors pour le coup, ça a été créé par des gens qui sont vachement serious business, qui sont des cognitivistes à l'université et qui ont dit un jour, on peut faire une théorie de la culture, les idées culturelles qui ont de l'importance. Il parlait de trucs importants comme, je sais pas moi, le christianisme. Les idées culturelles qui prennent une certaine ampleur dans la société se diffusent de la même façon que les gènes se diffusent, c'est-à-dire par reproduction, réplication, propagation. Hein, les gènes se diffuseraient comme ça. Et donc ils ont dit, c'est l'équivalent des gènes mais pour la culture, donc on appelle ça les mèmes. Donc en anglais c'était gene, donc on est censé dire mime, et donc en français gène et mème. Alors c'est une... Vous n'écoutez pas du tout ce que je dis, c'est beaucoup plus intéressant ce qui se passe sur Internet, je comprends, mais je continue quand même. Qu'est-ce que je disais? C'est une définition qui a complètement changé, hein, avec les mèmes Internet. Ça s'est complètement vulgarisé. Et les mèmes, ça a été utilisé pour expliquer, par exemple, la diffusion du christianisme en Europe. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez les Monty Python. Mais il y a un film qui s'appelle Sacré Graal. Non, je me trompe, c'est l'autre. C'est La vie de Jésus, la vie de Brian. Et à un moment donné, Brian, je ne sais plus comment il en est arrivé là, mais en tout cas, il est en train de se faire suivre par une grande foule. Ah oui, c'est ça. Et donc on le prend pour un prédicateur. Et du coup, il dit mais laissez-moi tranquille. Alors il lève les bras et tout le monde lève les bras. Puis il lance une chaussure et tout le monde lance une chaussure. Enfin, je sais plus. Tout le monde commence à l'imiter. Et alors, sans le savoir, là, les Monty Python, ils étaient en train d'illustrer la théorie du mème, enfin la théorie mémétique, à la sauce universitaire, hein, pas à la sauce 4chan pour le coup. Mais la théorie universitaire qui disait les idées se diffusent par réplication. On reproduit les gestes, les idées, les comportements. Et ce qu'on reproduit le plus, c'est les idées qui sont les plus fortes. Et le christianisme, c'est moins une croyance vraiment qu'une idée forte, dans laquelle plein de gens se sont reconnus. Et donc, ils ont commencé à reproduire les mêmes gestes. Et d'ailleurs, tout ce qui est liturgie, le prêtre qui répète les mêmes gestes et tout, c'est la répétition. Alors bon, ça, Internet s'est emparé de cette idée et l'a réinterprétée à sa sauce, parce que c'est vrai que c'est assez pratique quand même pour expliquer la réplication et la propagation d'objets culturels. Donc on a là la petite fille qui court, vous voyez, ça se réplique, ça bouge, ça se propage et ça se modifie et ça varie. Et ça, c'est un peu les principes de la mémétique au sens théorique du terme. Mais c'est quand même deux choses différentes, il ne faut pas confondre les choses, même s'il y a des points communs. Mais ouais. On en a jusqu'à minuit si on continue sur No You Meme. No You Meme, ça a commencé quand même. Ça a pas commencé. Ça a été racheté par Akenasius Burger. Ils ont commencé avec une autre organisation qui s'appelait Boom quelque chose. Machin Boom. Je sais plus, mais en gros, c'était des gens qui faisaient des petites émissions rigolotes sur YouTube et ils avaient une catégorie qui était No You Meme et No You Meme.
Et ils en ont fait un petit site, et puis ça a eu tellement de succès que du coup ça a été racheté par Akenas Cheeseburger, qui rachète tout ce qui se relève de la culture même. C'est devenu un empire. Moi, j'y étais pas retournée sur Akenas Cheeseburger depuis de longs mois, genre même peut-être pendant 1 an, et tout d'un coup j'y suis retournée et ils avaient, je sais pas moi, 100 blogs, alors qu'ils ont commencé avec un blog qui était le blog des lolcats, quoi. Et c'est énorme comme ils se sont étendus, quoi. C'est vraiment impressionnant. Il sait pas quoi faire. Oui. C'est l'idée qu'une image qui fait rire les gens va être reproduite partout, donc répliquée. Alors reproduite partout, ça veut dire envoyée par email ou bien publiée sur un blog et republiée ailleurs, mais elle peut être aussi variée, c'est-à-dire qu'on ajoute d'autres éléments, on change l'image. Modifié, et c'est surtout cette définition-là qu'a pris. Tout ça, c'est des images en fait où il y a plein de variations d'un même thème. Alors soit on ajoute du texte, soit on fait du Photoshop. Alors c'est toujours des Photoshop extrêmement grossiers, hein, il ne s'agit pas de faire illusion. Mais c'est fait pour, hein, c'est assumé si on peut dire. Donc, mais je pense que si tu vas passer 5 minutes sur Mime, tu comprendras très rapidement ce qui se passe. Et ça vient de 4chan aussi. Hein. Ça vient de 4chan, qui vient lui-même de forums japonais, d'images. Ça vient du Japon, tout ça. Hein. On est envahi par les Japonais. Hein. C'est eux qui ont inventé tout ça.